Eh, vous là-bas! Oui, oui, vous dans la salle, écoutez-moi 2 minutes. Ah ben, laissez-moi le temps d'arriver. Voilà. Ouf. Pourquoi dites-vous toujours une vie de chien et jamais une vie d'homme? Et pourtant, vous appelez ça une vie? Et pan, et pan, et pan. Plutôt qu'un petit apéro au soleil. Et vroom à droite, et vroom à gauche. Et là encore, il n'y a pas d'embouteillage. Plutôt qu'un bon billard et un petit champagne avec les copains. Dire que son grand-père s'est battu pour les droits de l'homme. C'est pas beau, ça. Les sacs, les petits ronds, les sacs encore, les petits pois. Plutôt qu'une partie de foot avec les mots, mais avec moi dans les buts. Hey, vas-y, et un pour nous! Et le soir, à heure fixe. Eh oui, plutôt que quand on veut. Nous, et c'est-à-dire moi et mon patron, on a choisi. Le jour, la pêche. Ah, moi, j'adore la pêche. Je suis un chien de pêche. Et Alexandre Salor, elle vient vite me donner un petit coup de patte. Et puis le soir, la ronflette. La vraie, l'organisée. Mais dans le pays, ça jase. Alexandre, lève-toi et marche! Alexandre, il fait la pause. Moi, je le comprends, Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas! Ah, parce que tu trouves ça moral de se crever comme on fait? Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Moi, je vais me coucher, mon vieux. Alexandre, on la fera. Alexandre? Il dort. Ça fait 2 mois. 2 mois? Mais c'est pas si possible. 2 mois? Tu vas pas rester là? Si. Et le travail? Je m'en fous. Je suis en vacances pour la vie. L'oiseau dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le soleil. La pêche, le dodo. La pêche, le dodo, c'est ça une vraie vie de chien. Enfin, une vraie vie d'homme. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Alexandre le Bienheureux. Il n'y avait rien qui pouvait, de choses, je dirais pas spéciales, mais des choses peut-être que certains avaient connues ailleurs en Europe. Et il y avait déjà des gens dans cette région qui avaient déjà fait ce move. Ils étaient bien sûr amoureux de la terre, ils étaient amoureux de la bonne nourriture. Et j'ai invité celui qui a été le premier à venir nous voir avec ses petites carottes, avec ces petites salades. Et pour moi, il est la personne la plus emblématique de tout ce qu'on peut parler aujourd'hui des produits du terroir. J'ai un immense respect pour ce monsieur-là. Il a été notre précurseur, pas à moi personnellement, mais à de nombreux cuisiniers à l'intérieur de la région. Les terres de Charlevoix ont été les premiers à travers le Québec à installer cette route des saveurs. C'est quelque chose que, après les années, après les décennies, on va peut-être oublier, mais ils ont été les premiers à implanter.
Et j'aimerais vous présenter Jean Leblond qui est ici. Et Jean, je t'invite à venir nous rejoindre. À l'intérieur de Jean Leblond, il y a un peu d'Alexandre le Bienheureux, voilà. Parce qu'il faut aimer la vie pour faire ce qu'on fait. Il a appelé son chant, son petit chant, le Jardin des Chefs. Et il y a une bonne raison à ça, ok, Jean? Oui, non, mais tu as raison. Il y a une bonne partie d'Alexandre le Bienheureux qui me ressemble ou à qui je ressemble. C'est toute la partie où, comment pourrais-je dire ça, dans un mot qui vous frappe, parce qu'il serait caricatural, mais en même temps, il y a un fond de vérité. C'est le devoir, pas le devoir, l'obligation de l'imprévoyance. C'est drôle à dire. C'est pas, tout le monde, ceux qui me connaissent, savent que j'ai passé des jours et des jours, du matin à l'aube, comme Alexandre, mais c'était pas ma femme qui criait après moi. Bonjour Catherine. et merci à elle que j'ai pu faire ça, de me lever à l'aube, me coucher à la brunante 7 jours par semaine, à travailler dans des jardins. Après avoir quitté un poste assez bien rémunéré à Québec, même avec pas des honneurs, mais c'était un rang honorable, mettons. Et les gens trouvaient que c'était bizarre de quitter la vie à Québec pour aller, on va dire, travailler au champ. Et ce que les gens beaucoup de mes amis l'ont compris, c'est que je ne travaillais pas, je jouissais. J'avais atteint ma liberté. Et il ne faut pas confondre liberté avec effort ou travail ou une liberté de créer, une liberté de s'occuper, une liberté de s'osmoser avec la nature. C'est un privilège énorme que je me suis donné au prix de certains élagages, d'abord financiers, aussi occupationnels. À Québec, ça a été terminé pour le théâtre, les concerts, etc., malheureusement. Mais enfin, par contre, j'avais mon théâtre permanent sur le plateau, mon cinéma, et j'avais un sentiment de... pas de nirvana, mais comment on appelle ça? À force de répéter ces gestes-là, je tombais dans une sorte de méditation et de... Je veux dire, je me considérais pas... Je parle au passé, genre, j'ai 80 ans, mais je suis encore comme ça. Je vois pas beaucoup de différence entre une fourmi et moi, entre un arbre et moi, entre une feuille et moi. Je pense qu'on est des éléments de la nature et c'est tellement un privilège d'en être conscient. C'est ça que je vous souhaite, en tout cas. Et c'est ce qu'Alexandre, le Bienheureux, vivait. En tout cas, Yves Robert, le réalisateur, a été génial de nous montrer autant la nature, autant le bonheur d'être, tout simplement, d'être. Et surtout nous, dans notre pays, notre coin de pays et notre continent, je dirais, qui avons su éviter les drames du Moyen-Orient et de la Corée, tout ça. On peut pas s'imaginer à quel point on est privilégié. On est happy few, puis c'est la nature avec ses orages, ses tornades, ses bouleversements, et puis ces états, ces endroits calmes. On est un endroit calme, mais il faut en être conscient et l'aimer, l'apprécier et en jouir. Bon, j'étais loin des légumes, là, genre, mais je voulais... Oui, parce que je vais peut-être une philosophie plutôt. Je voudrais inviter une deuxième personne, évidemment, notre porte-parole. Tout le monde le connaît, Christian Bégin. Christian nous disait quelques mots à l'ouverture hier soir au sujet de festival, et merci pour ces quelques mots. On a beaucoup apprécié, bien sûr, Lucie Tremblay et moi, et pour nous, ça a été un coup de foudre, et puis, bien sûr, de vous avoir et de t'avoir, pour nous, c'est un grand aide aussi. J'étais en train de dire que Jean Leblond était un des pionniers, il a été un des premiers à l'intérieur de, pas seulement de Charlevoix, mais du Québec, à prendre cette espèce de bâton de pèlerin et
d'amener des choses qui sortaient de notre terre, des produits qui étaient à nous, qui sont devenus, aujourd'hui on peut dire qu'on a une cuisine québécoise parce que nous avons des produits québécois. Et Jean a été le pionnier. Alors tu vas nous parler de ce champ qui est un jardin des chefs. Là tu t'installes d'abord pour différentes raisons. Tu es d'abord un gourmand. Oui. Un jouisseur de la bonne bouffe, Oui. D'autres choses, ça j'en sais rien. Oui. Et Oui. il y a Catherine qui est derrière qui s'occupe des fleurs. Oui. Petit à petit, tu arrives avec tes petits cajots dans nos cuisines et tu viens nous visiter à Québec, quelques-uns d'entre nous. On est des privilégiés, on le sait. On peut même te donner des graines pour en planter 2, 3 pour voir ce que ça fait, tel et tel légume qu'on a ramené de l'autre bord. Et tu essaies tout, tu es ouvert à tout, tu nous fais même découvrir des les choses. mots de la bouche. Absolument. Alors je te laisse parler, puis je laisse aussi à Christian le soin de poser des questions à notre ami Jean Leblanc. Mais non, c'est exact ce que Jean a raconté. C'est que c'est exact, mais ça n'est pas non plus une vocation innée. Ça a été un coup de foudre. Quand je suis arrivé, nous avons toujours 5 enfants. Et quand on est arrivé un été aux Éboulements, je suis tellement tombé en amour avec ce pays, avec le plateau. Et la vie, comment ça fait, c'est pour ça que je parle de l'imprévoyance. Il faut se garder disponible à ce qui nous arrive. Et ce qui nous est arrivé, c'est qu'il y avait cette terre-là qui pouvait être disponible, qui pouvait être vendue. Donc, on a travaillé fort pour l'acheter. Puis après ça, je me suis dit, nonobstant toutes mes tâches à Québec, qu'est-ce que je vais faire pour y demeurer sur ma terre? Je ne voulais plus partir de là. Et d'ailleurs, je ne veux pas encore en partir. J'espère bien mourir là. Alors, l'idée m'est venue, étant donné que j'étais gourmand, comme dit Jean, l'idée m'est venue parce que j'avais dit à quelques amis chefs, il faut dire pour la compréhension que dans les années antérieures, lorsque j'étais réalisateur à Radio-Canada, j'avais fait une série sur la gastronomie qui s'appelait La Bonne Fourchette. Et à chaque émission, il y avait un chef invité. Donc, je m'étais fait des copains, évidemment. Il y avait de l'intérêt. Et j'avais dit à ces copains-là, je me suis acheté une terre aux Éboulements. Il y avait des beaux jardins. Il faut dire que mon prédécesseur, le vendeur, avait des beaux jardins. Oui, c'est vrai. Et là, je reprends ce que des gens disaient. Oh, il faut que tu me fasses ci. On n'en trouve pas au Québec. Il faut que tu me fasses ça. Il faut que tu me fasses ça. C'est tellement longtemps. En fait, regarde, j'arrive de France, je t'apporte cette semence-là. Essaye-moi donc ce type de chou-là. Il arrivait d'Alsace, lui. Essaye-moi donc. Bon, il faut des artichauts. Alors, c'est stimulé par l'appétit des chefs, poussé par mon désir de rester aux Éboulements, joint avec l'achat par Catherine de l'auberge, que j'ai décidé de lâcher à Québec. Là, les gens trouvaient que je faisais un risque financier incroyable, ce qui était vrai. Et encore là, quand je vous parlais du devoir de l'imprévoyance, il faut savoir le faire. Dans les normes, par exemple, j'assumais quand même que j'étais le père de 5 enfants. Donc, on a travaillé à innover, amener des nouveaux... Bon, à l'époque, évidemment, les mini zucchini, les rondes de Nice, ça existait pas, ça existait, mais pas sur le marché à Québec. Les céleri raves, même le brocoli n'existait pas à l'époque, je pense. Les artichauts encore moins. Ça existait par l'importation, mais pas sur le marché québécois. Donc, je me suis gonflé d'orgueil de me penser contribuer à créer un élément essentiel de la culture québécoise, qui est une gastronomie à couleur québécoise et avec des produits au Québec. Et Dieu merci, c'est extraordinaire comment j'ai fait des petits, c'est prétentieux, mais comment ça a poussé depuis, non seulement dans les produits simples de première génération, là, des légumes, mais aussi la transformation. Je regarde mon pauvre ami, je ne sais pas s'il va être ici aujourd'hui, Damien, là,
qui vient de, malheureusement Il d'avoir un incendie. il était là hier soir et il Ouais. nous a fait honneur de sa présence. Et puis on l'a c'est consolé tragique, avec un d'accord. verre de vin blanc, Ouais. 2. Et, Mais Damien, c'est génial ce qu'il fait. Maurice, c'est genre. Et combien tu parles de Maurice Dufour, évidemment. Maurice Dufour, Vital, puis Daniel Lacoste, qui n'est plus avec nous, mais qui a quand même initié des choses. Et dans les jardins, à Baie-Saint-Paul, il y a quelque chose, parce que je ne suis pas beaucoup l'actualité, mais les jardins de Nicolas ou de je ne sais pas trop qui, d'Alexandre, ouais. Ben voilà, d'Alexandre. Oui, on est dans le thème. Et puis, même à la ferme, si il y a un jardin, paraît-il, je ne vais pas paraît-il, je l'ai vu. Non, il y a un jardin puis fabuleux. ils ramassent. Ils ont Ouais. plein de courges dans le réfrigérateur, puis des carottes en ce Oui, moment. oui, Ouais, oui. je les ai vues. Alors, c'est ça, c'est que. Mais j'ai pas fait comme Alexandre d'être couché dans mon lit. Ma liberté, mon plaisir était de faire ça. C'était pas un poids sur mes épaules. Et tu dis? Non, je te crois pas. On t'exagère pas un peu, non? Bon, alors, que je veux pas discuter avec toi, t'as toujours raison. On va plutôt me chercher du poivre, tiens. Du poivre. Eh ben, tu trouves pas? Ah, il a trouvé. Merci le chien. Voici les sweet Bob. Oh là, doucement, là. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis la poire dans le panier? Hein? Oh, t'as pas la conscience tranquille, toi, hein? Oh, oh. Et voilà. Maintenant, allons-y. Oh, c'est le moment, une petite sieste. Hein? Bon, ça te ferait plaisir? Pinson charmeur sous les charmilles, fantaisie champêtre. Ah bah oui, tu as raison, ré bémol. Et dans ce plaisir de produire, il y avait aussi ce plaisir de communiquer. Et je suis devenu tellement complice avec des chefs que j'avais l'impression de faire partie de l'équipe de cuisine. J'étais celui qui était dehors, là, dans le jardin, mais qui faisait partie de l'équipe de cuisine, parce qu'avec certains chefs, on planifiait 6 mois à l'avance des banquets ou des choses comme ça. Et ça m'amène à dire que l'amour, l'amour, c'est un grand mot, l'amour de la terre, de la nature, ne va pas sans l'amour des autres, de la communication. Ça ne va pas dans la...
dans la solitude, même si à 80 ans, j'ai pris mon tour, comme on dit, puis que je communique pas beaucoup, je reste quand même absolument convaincu de l'importance de la communauté, de l'interaction, de l'échange, parce que je sais pas moi, comme les baleines communiquent entre elles, je pense que les hommes doivent communiquer entre eux sans arrière-pensée, là. C'est vraiment spontané dans la créativité, dans l'enthousiasme. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie et c'est ce qui me permet de dire, à bien des points de vue, que je me prends pour Alexandre le Bienheureux. Où en est l'agriculture aujourd'hui, Jean? Qu'est-ce que tu en penses? Extraordinaire. Ben, extraordinaire. Y a rien de J'ai hâte de facile. voir le film après-midi. Je ne Oui. l'ai pas vu encore. Oui. Mais j'ai vu le synopsis et qui dit ce film, en fait, qui semble relever la quantité de jeunes agriculteurs qui ont des jardins à dimension. Même ma fille Valérie, qui a pris ma relève, elle n'a pas la dimension de ce que j'avais. C'était gros, c'était pompier, c'était on en fait, puis on invente, puis on invente. Mais maintenant, on se concentre sur quelques produits, on les travaille bien et on développe son marché, son créneau, comme il dit, son niche, sa niche, son produit de niche. C'est tous des mots que je connais pas beaucoup, en fait. Mais c'est merveilleux de voir que... Puis je me sens un petit peu une étincelle à la base de ça. Dans les produits transformés également, et particulièrement dans le Charlevoix. Entre autres, tu parlais tout à l'heure de la route des saveurs. J'ai l'impression de l'avoir initié. J'ai collaboré à la création, mais j'ai pas pu embarquer dedans parce qu'il y avait une règle qui était de vendre à domicile. Et je ne me voyais pas vendre des pétales de fleurs à domicile. Vraiment. Je ne savais pas qui pourrait arrêter chez moi pour acheter des pétales de fleurs. Tu étais déjà rendu trop loin. Christian, tu as une question. Si vous venez voir le film de Marc Séguin cet après-midi, il faut qu'à ça s'amalgame une volonté politique de soutenir cette agriculture-là, par contre, parce qu'en ce moment, la responsabilité incombe sur les jeunes de partir ça, mais il y a un système qui ne les soutient pas vraiment et qui n'encourage pas vraiment cette agriculture-là. Et si vous allez voir le film de Marc Séguin, vous allez constater on affiche encore un certain retard par rapport à ce qui se fait ailleurs, malgré les nombreuses initiatives qui se développent. Moi, je vis de l'autre côté, en partie dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Kamouraska, on assiste beaucoup à la naissance de jeunes maraîchers qui font des paniers bio, tout ça, mais qui le font dans des conditions de misère presque, et très difficiles économiquement, parce que le système soutient encore les grosses fermes, les grosses exploitations. Puis il va falloir que ça soit donc amalgamé à une réalité, à une volonté politique, puis à ce que l'UPA aussi, qui exerce quand même un monopole sérieux, puisse repenser ça pour pouvoir vraiment aider la relève agricole, faire en sorte que les jeunes qui veulent reprendre la ferme puissent le faire parce que c'est plus difficile de le faire en ce moment. Fait que pour pouvoir faire des choses comme vous avez fait, il va falloir dépasser le fantasme pastoral, c'est-à-dire l'envie de rêver que ça se peut, puis l'amalgamer à des propositions qui avaient été faites d'ailleurs dans le rapport Pronovo, qu'on a complètement tabletté, puis qui proposait de réels changements au niveau de ce qui se passe dans l'agriculture. Non seulement on peut, mais on doit produire comme ça. On doit arrêter la production gigantesque, ouais, c'est ça. Et arriver à faire ce que vous décrivez. Ah oui, parce sûr. que de toute façon, on constate que dans les grandes exploitations, il n'y a plus de travailleurs québécois qui sont dans les champs, en fait. Si on n'avait pas les travailleurs étrangers, en ce moment, il n'y aurait pas d'agriculture au Québec, il n'y en aurait pas. Il y en aurait comme vous, dans des petites initiatives. Mais pour qu'on puisse repenser puis qu'on réduise les fermes, il va falloir donner vraiment, pour qu'on puisse créer, parce qu'on peut nourrir tout le monde. On peut nourrir tout le monde. Et plus encore, avec des petites productions locales, avec des circuits courts, puis tout ça. Mais c'est ça, il faut que vous mettiez de la pression sur vos élus. Sans compter que les chefs apprécient ces produits-là. Maintenant, il n'y a plus un chef entre vous et moi qui ne bâtit pas sa réputation sur produits locaux dans ma cuisine. Vrai ou pas vrai,
faudrait que Vital soit là, ou Lucie, pour nous raconter les histoires de l'agneau de Charlevoix. Il y en a 10 fois plus sur les tables, il y en a qu'il y en a dans les tables. Puis, elle fournissait 4 d'entre nous. Okay? C'est effrayant. Oui. L'agneau de Charlevoix est aussi un bon exemple. De Charlevoix. L'agneau de Pré-Salé était aussi un bon exemple. Et ça goûtait le prix du foie gras ou du caviar. Mais c'était quelque chose à encourager, absolument. Les premiers pas de tout ce qu'on a connu au début des années 90, dans la décennie 90, a été quelque chose de fabuleux, a été un élan superbe. Il y a beaucoup de chefs qui m'ont aidé à me convaincre. Genre des souvenirs à travers ces années de culture, les bons souvenirs. Qu'est-ce qui t'accroche? Oh mon Dieu, il y en a tellement. D'abord, c'est le mantra de calibrer des mini ravioles, des mini carottes, de pétaler des fleurs, de cueillir des fleurs. On était dur avec toi. Non. Moi, je partais dans une espèce de... comme un moine, je dirais. Puis après ça, c'était le coup du téléphone. Et... bon, je vais en citer un. Je prends en citer 25, Jean-Luc, Daniel, bon, etc. Mais je vais en citer juste un, parce que ça a été frappant, et surtout qu'il était à Montréal, même pas dans ma cour, là. Parce que je parlais de Jean-Michel Breton aussi au Manoir. Dans ma cour, il y en avait plein. Mais Alain Pillard, qui était le chef exécutif du Reine-Élisabeth à Montréal, il m'appelait au mois de janvier pour me dire qu'il y avait le Grand Prix, puis qu'il avait besoin de 40 kilos de mesclun sans cochonnerie. On s'entendait pas cochonnerie, c'est-à-dire que juste de la laitue qu'il voulait. Juste seulement de la laitue. Il ne voulait pas de feuilles de chou, d'épinards, des choses comme ça. Pas de mesclun mélangé. Pas de mesclun trop mélangé. Et 40 kilos de marche à côté. Alors... moi, dès janvier, je savais qu'au mois de mai, parce que le Grand Prix, c'était le 10 juin, quelque chose comme ça. Puis là, après ça, c'était Madame Desmarins qui organisait pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal le grand dîner des bienfaiteurs. Et les chefs, je le sais, quand ils ont un gros contrat, ils présentent une assiette modèle avec même 2 ou 3 types de menus, types d'assiettes. Et donc... Alain présentait les assiettes, puis il y avait toujours 1 ou 2 de mes légumes dedans. Alors, je savais, 6 mois à l'avance. Bon, ça a été merveilleux, parce que quand je vous disais, avec Jean, sauf que je compte une anecdote triste, maintenant Jean, il n'est plus au château, c'est qu'il y a eu tellement de pression syndicale à un moment donné au château qu'il a été obligé de réduire son secteur de frais, tu me corriges, pour acheter tout préparé, là, coupé, haché, etc. Alors là, évidemment, il restait que le Champlain, ou à peu près, et les fleurs, mais le gros des mini-légumes, il n'avait moins besoin à un moment donné. Mais ça, c'est l'évolution de... Par contre... chez Alain, j'en vendais pas pour la table oui, j'en vendais pour la table du club, là. Je me souviens plus de son nom. Il y a un petit club plus chic, un peu comme la salle du Champlain. Là. Le Beaver Club. Le Beaver Club, merci. Beaver Club, merci. exactement. Mais c'était pour les banquets. Alors là, c'était amusant parce qu'on était... bon, un des plus beaux souvenirs, c'est votre amitié, mon cher Jean, celle que Jean-Luc Boulay me porte, celle que Daniel Vézina me porte, celle je dirais au moins une 60aine de chefs me portent. Quand ils viennent chez moi, on s'embrasse. Il y a eu une période des concours où les chefs du Québec concouraient à Hambourg, je sais pas trop, partout pour être les étoiles d'or ou je sais pas trop, médaille d'or. Et là, je me souviens d'avoir vu un chef, le nom m'échappe à l'instant parce qu'il y en avait 2 qui portaient le même nom. Il courait devant moi dans le jardin pour aller trouver la plus petite tomate, la plus petite affaire, la chose la plus
merveilleuse à mettre dans son assiette. Là. Je trouvais ça tellement extraordinaire de voir le plaisir qu'ils avaient d'aller jouer. C'est pour ça que ça s'est appelé le Jardin des chefs. Parce qu'au début, ça s'appelait la métairie du plateau. Et à un moment donné, c'était la métairie du plateau, sous-entendu, sous-titré le Jardin des chefs. Moi, j'ai juste de la reconnaissance. En fait, je suis toujours étonné de voir des hommes si droits, encore investis, encore enthousiastes, qui ont été des pionniers, des précurseurs, puis de sentir que c'est quelque chose qui se propage dans une transmission d'un savoir, en fait, dans un monde où des fois les savoirs se perdent un peu, puis de voir que ça fait des petits, comme vous dites, ça me rend bien heureux, en fait, pour rester dans la thématique de notre avant-midi. Il faut dire que ce savoir, Christian, je l'ai reçu de quelqu'un. Bien sûr. Je l'ai reçu de mon voisin qui s'appelle, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, Abel Gauthier. Quand je suis arrivé là en 70 à la ferme, Abel il avait déjà 70, parce qu'il est né avec le siècle, ou 71, non, 69, plutôt, il est né en début du siècle. Et il n'y avait pas de scie mécanique, il n'y avait pas de tracteur, il était avec le cheval. Moi, j'ai touché le cheval, je tenais la charrue pour labourer mon champ. J'ai tout appris, les leviers, quand j'allais bûcher dans ma terre à bois, parce que lui était seul, un vieux garçon. Il y avait tout un système de levier, puis soigner les animaux. Parce qu'au début, il m'a tellement appris la terre, alors que moi, j'arrivais de la ville. Je suis né à la rue Sainte-Anne, à Québec. Oui. Alors, j'arrivais de la ville. Il m'a tellement initié à la terre que c'est mon gourou. Mm-hmm. Et je ne veux pas aller aussi loin que ça dans mon cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont venus stagiaires chez nous, qui ont maintenant des établissements. Alors, je ne pense pas que j'avais eu le talent, la philosophie d'être un bon gourou, mais je sais que ça se transmet. L'amour et la connaissance. Il faut que ça se transmette. C'est pas inné, je pense. Bon. Oui, Richard, comment tu vois, comment Valérie, par rapport à toi, bien sûr, elle nous envoie plus de fax, elle faisait ça sur l'ordinateur, nous envoyait des courriels, elle, OK. Comment tu penses que ça va se transformer, ce que toi tu as parti? C'est quoi en 2020, 2030? Comment est-ce que toi, ta partie, comment ça va se transformer? 2030, déjà, ma fille va être assez inventaire. Mais elle suit le mouvement, Valérie. D'abord, moi, j'ai pas d'ordi, puis j'en veux pas. C'est une autre de mes folies à Alexandre le Bienheureux. J'avais le fax et je m'en servais beaucoup. Je servais beaucoup du téléphone. Mais je dois dire, au départ, au niveau de l'emballage, que mes emballages étaient fort modestes. J'allais à l'épicerie, puis je prenais des caisses de bananes, puis j'allais livrer ça à l'arrière des cuisines. Et les chefs prenaient ça à l'arrière des cuisines. Ça n'avait pas tellement de... Ils ne regardaient pas la boîte, ils regardaient ce qu'il y avait dedans. Et j'ai eu un commentaire de distributeur de chez Allard pour nommer Allard Fruits et Légumes. Il m'a dit, en tout cas, Jean, les colis de ta fille sont bien plus beaux que les tiens. Alors, évidemment, elle est dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ben, c'est très mignon. Hein. D'ailleurs, après venir vous le dire. Valérie Leblanc, Valérie, merci d'être là. Alors, tu vas répondre à la question que j'ai posée à Papy. C'est quasiment gênant de faire dire elle a des beaux emballages. Papy, quand même. Non, j'ai eu des compliments. C'est l'évolution. Parce que, je veux dire, ce que j'ai appris, je l'ai appris à la dure avec ce monsieur-là. Tout ce qu'on a appris, on l'a appris à la dure, hein, c'est le papa. Puis c'était une jeunesse, on se lève, on se bouge, puis on travaille, puis il y avait l'auberge. On a toujours été en public, on a toujours été... Et puis les légumes, j'ai repris, ça fait pas longtemps. 5 ans. Non, oui. 12. Je suis arrivée en tout cas, ça fait 8 ans que je suis revenue dans Charlevoix. J'ai fait 25 ans à Montréal. C'est la même histoire. En fait, décalé, on m'aurait dit, tu vas faire comme ton père. J'aurais dit jamais. C'est pas ça que je veux. Et puis, j'ai fait comme lui, hein, à un moment donné, repiquer. Puis du mini-légumes, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est qu'en fait, au lieu de mettre, si on fait des fenouilles, au lieu de mettre beaucoup d'espace, on met peu d'espace, ce qui fait que le légume est miniature. Mais c'est la même semence pour la plupart. Il y en a qui vont mieux, mais... Et puis après ça, ben, tu récoltes petit. Et papy m'a appris tout ça. Et puis, effectivement, de jour en jour, tu sèmes. Puis là, tu pars
dans c'est ça, un autre pays, un autre endroit. Même pas celui-là où t'es, mais tu t'es dedans, là. Et puis après ça, ben là, c'est ça la blague, parce que moi, j'appelle ça des gabarits. Je pars d'un gabarit de légumes et je continue. Puis papa, il m'engueule toujours parce que c'est pas comme ça qu'il veut qu'on le dise, mais quand on a des chefs, oui, il y a l'Internet, mais moi, il y a quand même beaucoup de chefs encore avec qui je parle directement. Et puis, s'ils me disent, Valérie, je veux 300 mini ravioles avec 300 mini carottes de couleur, avec 300 mini fenouilles pour tel... puis on fait des petits croque-pots miniatures ou tatata. Donc, le grand plaisir, c'est ça. Tu viens, là, que... OK, tu pars avec celle-là, puis même les employés, il y en a un, là. D'ailleurs, je dois... Juste une parenthèse, je travaille avec des gens du Guatemala. Et il faut le dire, ça aussi, c'est très difficile. Là, les ex-employés de papa, ils seraient fâchés de m'entendre dire ça, mais c'est un problème parce que moi, avec les rondes de Nice, les pâtissons qui sont des plants, tu es toujours penché, des grandes feuilles qui te piquent, ça prend... Ces gens-là, ils sont forgés dans ces champs-là. Donc, ils arrivent ici, ils n'ont pas peur du boulot. Et puis là, ben, c'est comme ma famille, ça fait 6 ans qu'ils travaillent avec moi, mais donc, il y en a un qui devrait être plus dans les champs, mais que finalement, je garde à l'intérieur parce qu'il est plus têteux que moi. Alors, quand je disais, là, il faut que c'est 300, là, c'est pour le Reine, là, pas le Reine, mais mettons le Ritz, là, avec eux, je travaille bien avec eux, c'est super. Donc, lui, là, quand ça part, je lui montre ça, là, puis des fois, il peut sortir une règle au début, mais papa faisait ça, puis on le trouvait complètement dément, là. Débile! Puis à un moment donné, il était là, mais ta vois-tu la différence? La vois-tu? Regarde ça. Ta vois-tu? Non, je la vois pas. OK, mais regarde comme il faut, puis à un moment donné, ta vois. Mais c'est exigeant. Puis je regardais le film et j'avais un peu les larmes aux yeux. Puis je me dis, moi, là, je suis à l'étape de Valérie la Bienheureuse en ce moment parce que... Mais j'ai encore des récoltes à faire parce que ça finit pas, parce qu'il fait beau. Puis on est chanceux. Mais là, j'en peux comme plus. Puis ce matin, j'étais comme, ah! Puis là, ben, j'ai dit, il faut que j'aille voir le film. Mais tu sais, c'est un des premiers matins où je dormais. Et j'ai pris un gros bol de café en me disant, waouh! Fait que maman a toujours peur que je sois malade à cette saison-ci, mais c'est seulement le décan. Puis là, ben, c'est ça. Des choses qu'on faisait pas avant. Le piment Goria, avant, c'était pas faisable. Alors, raconte le fameux ben, alors, le piment, c'est que je voulais, tu sais, bon, là, j'ai hâte de dormir, mais à un moment donné, je ferai pas 2 mois là, comme lui. J'ai une grande fillette qui sont partis d'ailleurs, eux autres, c'est trop vieux pour eux. Alors, ma fillette, c'est ça, elle me réveille chaque jour de toute façon. Et je me disais, il faut que je trouve quelque chose l'hiver. Et de fil en aiguille, papa, il y avait vraiment des semences d'espelette. Donc, tu en avais déjà fait, papy, quand même. Oui, moi j'ai eu les cordes. C'est ça, des cordes, ça fait longtemps. J'ai eu les premiers exemples. C'est ça. Donc, moi, finalement, j'ai continué à en faire. Et là, je fais les moutures. Et c'est le seul truc qu'on a en boutique. C'est la seule chose que je distribue, autant au niveau des chefs qui ont des formats plus HRI, institution. Puis sinon, ben ça, c'est mon petit produit. Puis c'est la tête de mon grand frère, Patrick, quand il était jeune. Parce que, en fait, aussi, pas guéguerre, mais il y a le secret des chefs, le jardinier des chefs, le jardin des chefs, le coin du chef, le camion du chef. Donc, c'est comme disait papa, on veut travailler avec du terroir, on est fiers de ça, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus. La guerre des prix est énorme. Moi, j'ai des prix j'ai des items que je vends moins cher que dans le temps de papa. Tu nous volais? Et non! Je pense que nous, on se fait voler un petit peu. En fait, tout est augmenté, les semences, la terre, la main-d'œuvre, mais on peut plus, tu sais, il y a un palier parce que, oui, ils exportent beaucoup. Tu sais, moi, je faisais des blagues avec les gens du Guatemala. Je disais, là, dites à votre président, ou je ne sais pas trop comment c'est fait là-bas, là, mais j'ai dit, arrêtez les ventes l'été de vos mini-pâtissons parce que là, tu sais, c'est la chicane. Mais le goût n'est pas pareil, la saveur, c'est l'odeur. Tu sais, je l'ai fait, moi, goûter, là, je suis un grossiste, goûter une rabiole. Tu sais, là, en ce moment, j'en ai des rabioles, c'est les meilleures rabioles au monde. Ils sont sucrées, ils sont froides, tu sais. Mais tout ça pour dire que la passion, comme disait papa, ça se développe. Et puis que moi, j'avais jamais pensé revenir ici, mais je suis accro mordu. C'est ça que je disais à M. Bégin ce matin en prenant mon café, tu sais. Oui, c'est pas payant la terre, mais c'est payant humainement. Parce que ce matin, je prenais mon café, puis je regardais le fleuve, les montagnes, les champs, puis des fois, il y a des chevreuils. Puis ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai une petite fillette. Donc, c'est la première des petits-enfants qui est ici, parce que les autres, mon frère était aux îles de la Madeleine, qui vient, lui, il est artiste, céramiste. Il vient de faire une collection. Ça, c'est je le dis comme ça, mais il a fait une super collection pour
Stéphane Moda au Champlain, d'assiettes magnifiques. En tout cas, fait que ça, je suis très fière de mon grand frère. C'est notre céramiste national. Oui, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment... fait que, donc, c'est ça. Et puis, je suis la première à amener un des petits-enfants proche des grands-parents. Alors, elle est très gâtée. Mais aussi, ce que j'aime le plus, c'est d'entendre ma fille me dire, quand on descend la côte, à chaque fois, puis elle a 11 ans, là, puis je la force pas, puis dire, mon Dieu que c'est beau, maman. On a-tu de la chance? Là, tu fais comme... Je pense qu'on a... C'est grâce à lui. Jean, merci de t'être déplacé. Merci de ces confidences. Valérie, merci de s'être additionnée à ça. Christian. Moi, je vous laisse je vais juste faire un dernier lien avec... Juste une question. Quels sont ceux qui voyaient Alexandre Bienheureux pour la première fois aujourd'hui? Ah, bon. Oh, quand même, je suis étonné. Bravo. Parce que je le revoyais, c'est un film que j'ai vu souvent, puis je le revoyais avec étonnement ce matin, ou avec un autre regard, parce que, effectivement, c'est un film qui peut sembler avoir mal vieilli au niveau de la forme et tout ça, puis des rôles stéréotypés, puis tout ça, mais on est dans quelque chose d'éminemment actuel, puis c'est vraiment l'éloge de se soulever contre l'ordre établi, de faire les choses différemment. Et vous en êtes l'incarnation, vous êtes des gens qui avaient décidé de faire les choses différemment. Les agriculteurs, les petits agriculteurs sont tous des Alexandre Bienheureux qui refusent l'ordre établi. C'est très subversif, ce film-là, c'est très anarchiste, puis c'est un appel aussi à la lenteur, à faire des choses avec sens. Comme on disait avec Jean, dans un monde où tout va si vite en ce moment, puis qu'on n'a plus le temps de computer rien, il y a comme un appel à prendre le temps, à réfléchir ou à se soulever, à être des résistants, parce que vous êtes aussi des résistants. Vous résistez à votre façon à une globalisation, puis à une standardisation des goûts. Pour qu'un raviol goûte ce que ça goûte quand vous le faites, c'est parce qu'il ne passe pas à travers un processus de standardisation qui fait qu'une tomate, aujourd'hui, quand on l'achète au marché, elle va goûter la même astuce d'affaires chez Loblaw, chez Métro, parce qu'on est en train de rendre les choses un peu insipides. Et ce que vous faites, vous, c'est redonner du goût à ce qu'on mange, à ce qu'on fait. Puis je trouve qu'on est totalement en lien avec le film par rapport à ça. On n'y arrivera pas. Ben, plus on va faire de pression, plus on va se rendre compte que, moi je le dis là, plus on va mettre un visage sur une tomate, plus on va mettre un visage sur une raviole, quand on va comprendre que ça pousse à cause qu'il y a des gens qui s'en occupent et qui ont dédié leur vie, on va comprendre qu'on ne plonge pas notre main dans la poche de la même façon. Puis on va accepter que ça coûte un peu plus cher. Mais plus on va le faire, ça, plus on va créer de l'amiante, puis plus ces grosses surfaces-là vont devenir des surfaces qui vont être, qui vont toujours fonctionner, mais qui vont devenir des lieux anonymes, dépersonnalisés, puis ceux qui vont fréquenter les petits marchés, les qui pullulent et qui explosent partout à travers le Québec, vont peut-être induire une pression, puis qui vont peut-être finir par mettre la pression même sur des grandes surfaces, qui vont se rendre compte qu'on ne veut pas disparaître. Ça va peut-être ramener un équilibre. Oui, ben c'est le principe high grade. Plus de gens, elle est plus fraîche, plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches. Fait que plus on va faire pression, plus on va en acheter, plus on va se donner des chances que les coûts réduisent, puis que ça va devenir plus accessible. Mais je suis d'accord avec vous qu'en ce moment, ça demeure un marché de niche, pour ne pas le nommer. C'est pas accessible à tout le monde parce que ça coûte plus cher, mais c'est très faisable. Mais absolument. On affiche un retard, des fois, éhonté par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Moi, je suis allé en Scandinavie il y a 2 ans, puis c'est fou, là, je veux dire, même au niveau des services publics, des garderies, je veux dire, les garderies, maintenant, au Danemark, c'est 90% de nourriture bio qui est offerte aux enfants, parce que la demande a été faite, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont compris. Alors nous, quand on va arrêter de se dire, non, je veux payer moins cher, peu importe la tomate que je mange, bien, c'est ça. Fait que, merci d'avoir été là. Merci Jean Soulard. Merci à vous. Réveille-toi, Alexandre. Ne rêvasse pas, mon chéri. Pense à ton ouvrage. Alexandre, tu m'entends? Alexandre, mon grand, tu m'entends? Je t'écoute. Pour ce matin, dîner les haricots, pince les potirons. Après, tu passeras à la coopérative prendre de l'engrais. Ensuite, retourner le grand champ des maisons neuves. Non, ne pas s'arrêter pour regarder l'eau. Non, ne pas s'arrêter non plus au billard. Non, Alexandre. Alexandre, tu m'entends? Je t'écoute. Haricot terminé? Oui. Eh bien, en route pour les potirons. Première route à droite.
les potirons? Oui? Passer en quinconce, 1 sur 2. Me rappeler dans 1 heure. Terminé. Je t'embrasse. Terminé. Bravo. En route pour la copée. Tournez à gauche. Je connais un raccourci. Fais ce que je te dis, mon chéri. Première route à gauche. T'es sûr de ton chemin? J'ai dit première à gauche. Bon. Stop, je me suis trompée, c'était première à droite. Je m'en doutais un peu. Alexandre, tu m'entends? Alexandre! Je t'écoute. Quand tu auras lavé le tracteur, Amorcez la pompe. Rentrez le foin. Je t'attends. viens vite. Terminé.